Charles de Gaulle, communément appelé le général de Gaulle, est l'une des plus grandes figures historiques françaises. Résistant lors de l'occupation allemande en France, il est le chef de la France libre, dirigeant du Comité français de libération nationale pendant la Seconde Guerre mondiale, président du gouvernement provisoire de la République française, instigateur de la Ve République et président de cette dernière pour 2 mandats, dont un auquel il ne viendra pas à bout. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, et encore plus lors de ces dernières élections présidentielles de 2017, le nom de De Gaulle fut invoqué à de multiples reprises et nombre de candidats se sont dits gaullistes, en passant de l'extrême droite avec Marine Le Pen jusqu'à l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon. Ainsi, la vision de De Gaulle sur la République et son lourd héritage continuent fortement d'influer sur la vie politique française. Mais qu'est-ce que la République ? La République est un système politique dans lequel la souveraineté appartient au peuple qui exerce le pouvoir politique directement ou par l'intermédiaire de représentants élus. Ceux-ci reçoivent des mandats pour une période déterminée et sont responsables devant la nation. Par ses représentants, le peuple est la source de la loi. L'autorité de l'État qui doit servir le bien commun s'exerce par la loi des individus libres et égaux. C'est justement pour cela qu'il est très important de se demander quelle était la vision de De Gaulle sur la République pour d'autant plus comprendre la politique française actuelle. Ainsi, nous évoquerons la résistance de De Gaulle et son rôle dans la CNR, puis sa vision d'un chef fort, et nous clôturerons cette capsule vidéo avec la vision générale d'une France indépendante et souveraine. À son arrivée après le gouvernement de Vichy, De Gaulle s'approprie le thème républicain. Il doit composer avec la diversité des résistants dont les communistes, mais il est assez habile pour faire passer la nation avant tout en prenant en compte et en appliquant le programme du CNR. D'ailleurs, voici une image représentant le CNR en 1943. Ce document est une photographie en noir et blanc symbolisant la première réunion du Conseil de résistance qui a lieu à Paris. La réunion se passe dans la salle à manger de René Corbin, ancien membre comme Jean Moulin du cabinet de Pierre Cot, ministre de l'Air puis du Commerce sous le Front populaire. Ainsi, il y a environ 70 ans, le 27 mai 1943, s'est tenue la première réunion du Conseil national de la résistance, dont le premier président fut Jean Moulin, délégué du général de Gaulle. Suite à cette dernière est établi un programme qui sera au plus vite étudié et pratiqué par De Gaulle. Ce programme cherche à renouveler la République en l'incarnant dans un projet et dans de nouveaux cadres l'ENA. Adopté en 1944, il prévoit un plan d'action immédiat, c'est-à-dire des actions de résistance, mais aussi des mesures à appliquer dès la libération du territoire, une liste de réformes sociales et économiques. Les résistants étaient eux-mêmes soucieux de représenter la nation. Le premier d'entre eux, le général de Gaulle, était conscient du risque de dichotomie. Recevant pour la première fois le 6 septembre 1944 les membres du CNR, il leur dit sans phare: « Il y a la résistance, messieurs, mais il y a la nation. Ensuite, il faut que la nation sente que la résistance l'exprime, car on n'impose pas ses idées à la nation, c'est la nation qui vous les impose. » Distinction difficile à comprendre pour beaucoup de résistants, voire irrecevable par les communistes. En somme, la CNR reposera notamment sur 3 principes fondamentaux. Dans un premier temps, la sécurité sociale, la nationalisation de plusieurs entreprises et enfin, la réorganisation de la presse. C'est ainsi que le 27 mai est donc chaque année depuis 1943, jour anniversaire de la création du Conseil national de la résistance. L'un des piliers de la République, selon Charles de Gaulle, est le pouvoir exécutif, exercé par un chef fort capable de représenter au mieux le peuple français. D'ailleurs, le 18 juin 1940, de Gaulle lance un appel au peuple français depuis Radio Londres de la BBC, et s'ensuit alors une résistance hors pair qu'il dirigera et qui mènera la France à la libération. Charles de Gaulle apparaît ainsi pour la première fois comme un chef. En 1946, il désire un pouvoir présidentiel fort, taillé pour sa personnalité. Néanmoins, la 4e République adoptée par référendum rétablit un pouvoir parlementaire fort, où l'Assemblée nationale détient l'essentiel du pouvoir politique, au détriment d'un président aux attributions surtout honorifiques. Il s'oppose ainsi au projet parlementaire des partis et démissionne en 1946, entamant sa traversée du désert. Toutefois, quelques mois plus tard, soit le 16 juin 1946,
De Gaulle tient à Bayeux un discours dénonçant le régime d'assemblée comme un régime faible et instable. Du chef de l'État qui doit procéder le pouvoir exécutif. À lui la charge d'accorder les nécessités générales concernant le choix des hommes avec l'orientation qui se dégage du Parlement. À lui la mission de nommer les ministres. Comme vous avez pu le voir sur cette vidéo de l'Institut national de l'audiovisuel, Charles de Gaulle préconise le renforcement du pouvoir exécutif à travers la fonction de président de la République. C'est donc à travers ce discours qu'il laisse apparaître les prémices de la Constitution qui sera adoptée par référendum le 28 septembre 1958. La Ve République voit ainsi le jour et Charles de Gaulle devient son premier président, élu pour la première fois par le suffrage universel direct. Par ailleurs, la présidence de Gaulle n'est pas vue d'un bon œil par tous les Français. En effet, Mitterrand, qui sera à son tour élu président de la République en 1981, publie en 1964 l'essai Le coup d'État permanent, où il dénonce la pratique du pouvoir personnel par le général de Gaulle. Il reproche ainsi à ce dernier d'avoir trahi sa promesse de 1958, où il affirmait que le président était un arbitre national élu par les citoyens, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo de l'INA. Qu'il existe un arbitre national élu par les citoyens qui ont un mandat public. Néanmoins, encore une fois, selon Mitterrand à travers la Ve République et sa constitution, le chef d'État est devenu tout puissant en montrant la faiblesse du gouvernement et du Parlement qu'il a marginalisé. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? En effet, comme vous avez pu le voir dans cet extrait datant de 1958, soit quelques mois avant l'investiture de Gaulle, ce dernier déclarait avec une pointe d'humour « Ce n'est pas à 67 ans que je vais devenir dictateur ». La seconde vision de la République de Charles de Gaulle était donc la représentation du peuple français par un chef fort et puissant. Mais l'objectif final est bien la souveraineté nationale, d'où la vision de Gaulle d'une République française indépendante et libre de faire ses propres choix. Lorsque le général de Gaulle arrive au pouvoir en 1944, nous sommes en pleine guerre mondiale. Puis, lorsqu'il revient au pouvoir en 1958, soit 14 ans plus tard, les relations internationales sont dominées par un contexte de guerre froide. D'un côté les États-Unis et de l'autre l'Union soviétique. Et c'est justement dans un contexte de monde bipolaire, où la dissuasion nucléaire est maîtresse du jeu, que de Gaulle crée en 1945 le Commissariat à l'énergie atomique, avec pour objectif de se passer de l'allié américain et de gagner en indépendance. Maintenant, passons au discours radio-télévisé prononcé par le général de Gaulle et diffusé le 27 avril 1965. Comme vous pouvez le remarquer dans l'affirmation « Nous avons choisi l'indépendance », la finalité du président n'est autre que de préserver la dite souveraineté nationale du pays. Mais il ne s'agit pas que de la politique intérieure, puisque de Gaulle suggère que pour être indépendant des États-Unis, la France doit mener sa propre politique étrangère, d'où l'opposition à la guerre du Vietnam et l'entretien des bonnes relations avec des pays communistes tels que la Chine. Pour finir, il va jusqu'à déclarer « Notre indépendance exige à l'ère atomique où nous sommes que nous ayons les moyens voulus pour dissuader nous-mêmes un éventuel agresseur ». Parallèlement, dès 1947, soit 2 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis créent en collaboration avec leurs alliés européens et britanniques une alliance atlantique, d'où procède l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, plus connu sous l'appellation de l'OTAN. Charles de Gaulle, lui, voit cette alliance d'un mauvais œil et s'oppose à la création d'une seule et unique armée européenne. Comme il l'a si bien déclaré le 3 novembre 1959 à l'école militaire, un pays comme la France, s'il lui arrive de faire la guerre, il faut que ce soit sa guerre. Ainsi, de Gaulle refuse d'accepter le fait que la France puisse être entraînée dans une guerre qui ne la concerne pas, et en plus sous commandement étranger. Mais avec le développement de la bombe A, de la bombe H, puis de l'industrie aéronautique, la France est prête, et de Gaulle quitte le commandement militaire intégré de l'OTAN. La France, devenue puissance atomique, a la volonté de disposer d'elle-même, ce qui est indispensable pour qu'elle puisse être utile aux autres, rencontre le Parisien libéré en une de son édition du 22 février 1966.
Le fait est que l'Occident ne se trouve plus actuellement menacé, comme il l'était quand le protectorat américain fut installé en Europe sous le couvert de l'OTAN, estime le général. À l'heure où les Américains sont engagés militairement en Corée, à Cuba ou au Vietnam, De Gaulle ne souhaite pas être entraîné dans une conflagration générale. La liberté d'action de la France est incompatible avec une organisation de défense dans laquelle elle est subordonnée. En résumé, il s'agit de rétablir une situation normale de souveraineté, comme le disait si bien le général de Gaulle. De ce fait, nous avons pu remarquer que de Gaulle tient une vision de la République indépendante et souveraine, d'où la politique qu'il a menée tant au niveau extérieur qu'intérieur pendant plusieurs longues années. En somme, à travers ces divers documents, nous avons pu mettre en avant les 3 visions principales de la République du général de Gaulle. Selon lui, la République devait être indivisible et une, indépendante et souveraine, mais aussi représentée par un chef fort tel que lui-même. Il interviendra donc dès la fin du gouvernement de Vichy à l'aide du CNR. Il est d'ailleurs très intéressant de remarquer les conséquences ou bien même la continuité au lourd héritage laissé par de Gaulle sur notre époque actuelle. En effet, alors que ce dernier quittait le commandement militaire intégré de l'OTAN en 1996, le président Sarkozy, qui se dit gaulliste, le rejoignait 41 ans plus tard, c'est-à-dire en 2007. Mélenchon, lui, grand candidat de l'extrême gauche au présidentiel de 2017, s'oppose fermement à la vision d'un chef fort, représentant de la République, et va même jusqu'à nommer les chefs d'État de la Ve République des monarques présidentiels, d'où sa volonté de passer à la Sixième République. Toutefois, la sécurité sociale, elle, reste l'un des piliers d'une République une, indivisible, mais surtout solidaire. En bref, la vision de Gaulle sur la République, bien que parfois contestée, est encore partagée par de multiples hommes et femmes politiques et est considérée comme un idéal à atteindre pour de nombreuses personnes. Et c'est justement pour cela qu'il est très intéressant de se pencher sur la vision du général pour d'autant plus appréhender les enjeux politiques actuels.